Maintenant, nous allons passer à la dernière étape donc, du premier jour qui est Focus Pays. Les Focus Pays mettent l'accent sur les potentialités économiques des États membres de l'UEMOA, leur contribution aux performances économiques récentes et les initiatives qui sont envisagées pour accroître leur contribution à la croissance à moyen terme. Les thèmes retenus pour les différents focus pays sont en rapport avec les potentialités et les défis actuels des États de l'UEMOA. Pour ce qui est du focus pays 1, le thème porte sur les enjeux et la diversification, les enjeux de la diversification des sources de financement des États. Et nous aurons deux pays qui sont à l'honneur, à savoir le Bénin et la Côte d'Ivoire. Comme modérateur, nous aurons M. Maximilien Kafo, qui est le représentant résident du Fonds monétaire international au Togo. M. Kafo, nous cédons la parole pour le premier focus pays, Bénin et Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier focus pays de la 4e édition des rencontres du marché des titres publics de l'UEMOA. Je suis Maximilien Kafo, comme le modérateur l'a dit tout à l'heure. Donc, je suis le représentant du Fonds monétaire au Togo et j'ai l'honneur de modérer cette session sur les enjeux de la diversification des ressources de financement des États. On va s'appuyer essentiellement sur les exemples du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Et pour cette session, je serai accompagné par M. Konan Jacques Sahoré, directeur général du Trésor en Côte d'Ivoire, qui sera assisté par M. Thierry Agnero Bosman, qui est son assistant technique et qui est chargé de la dette publique des opérations bancaires. Pour ce qui est du Bénin, on aura M. Arsène Mahou Nyon Dansou, directeur général de la Caisse autonome, et qui est l'organisme en charge de la gestion de la dette publique du Bénin. Il est responsable de la mise en œuvre de la stratégie d'endettement du pays et de la gestion efficace du portefeuille de la dette publique. Et enfin, également pour le Bénin, on aura M. Yaovi Clément, Asnikura, qui est le directeur des affaires monétaires et financières au Trésor public du Bénin. Donc, c'est la direction en charge des finances extérieures, des opérations d'émission de titres publics sur les marchés financiers. Donc, comme vous allez convenir avec moi, vous allez convenir avec moi qu'on a l'honneur d'accueillir vraiment des panélistes qui sont des bons techniciens, de bons experts sur la question de financement pour nos économies. Et donc, chaque pays fera une présentation d'environ 20 minutes sur la situation économique récente, la contribution des différentes sources de financement au coût global des programmes nationaux de développement des pays respectifs, ainsi que la contribution aux performances économiques récentes de ces financements-là. Ensuite, on aura une première phase de questions-réponses durant laquelle j'aurai quelques questions pour les panélistes et ensuite, on pourra prendre quelques questions du public. Avec votre accord, on va commencer avec la présentation du Bénin. Donc, Monsieur Konan Jacques, Monsieur Thierry Agnero, vous avez la parole. Alors, Monsieur Kafo, vous venez de nous faire changer de nationalité. Nous sommes de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on apprécie bien nos amis béninois, mais nous sommes de Côte d'Ivoire. Mes excuses pour la confusion. Donc, Monsieur Konan Jacques Assaoré, directeur général du Trésor en Côte d'Ivoire, et Monsieur Thierry Agnero Bosman, aussi de la Côte d'Ivoire. Bien, merci M. Kafo, cher collègue DG, membre du conseil d'orientation, monsieur le directeur de l'UEMOA à titre. Est-ce que je suis entendu? On vous entend très bien. Merci beaucoup, merci. Alors, monsieur le directeur de l'UEMOA à titre, cher partenaire investisseur institutionnel, je voudrais vous dire ma joie de me retrouver à ce forum consacré aux échanges entre les acteurs du marché financier de l'UEMOA, marché des titres publics de l'UEMOA.
Et je m'honore de prendre la parole à l'occasion de cette quatrième journée de rencontre du marché des titres de l'UEMOA pour vous faire un focus sur ce qui constitue les atouts de notre pays, ses performances économiques et surtout ses ambitions pour l'avenir, ce qui justifie les sollicitations constantes et croissantes, je dirais, du marché des titres publics. Notre présentation va être faite par M. Agnoro tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que le thème qui nous a été soumis parle de diversification des sources de financement des États, mais le plan qu'on nous a conseillé nous amène à parler des sujets que je veux évoquer, c'est-à-dire les atouts du pays, ses performances économiques et surtout ses ambitions. Ce n'est pas plus mal puisque ça permet d'englober en même temps la question de la diversification des sources de financement. Alors, d'autres présentations vont être faites par M. Thierry Agnoro-Bosman, qui est administrateur des services financiers, économiques senior debt management et chargé d'études à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, qui est en même temps secrétaire technique de la CIEF, c'est-à-dire notre structure d'intelligence économique et financière. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour faire la présentation qui ne devra pas excéder 15 minutes. Monsieur Agnero, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur général. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais, à l'entame donc de mes propos, vous saluer et remercier UEMOA Titres pour cette rencontre qui permet donc aux émetteurs et aux investisseurs d'échanger sur des questions assez pertinentes. Je suis donc très honoré de prendre la parole pour présenter donc ce thème. Cette présentation, après l'introduction, donc se fera en 5 points, comme vous le constatez sur la diapositive. D'abord, le premier point portera sur l'évolution récente et perspectives économiques. Ensuite, nous parlerons du financement de l'économie. Viendra la stratégie de financement à moyen terme. Le quatrième point portera sur le plan de financement 2022. Et ensuite, nous verrons donc le calendrier de l'émission avant donc de conclure. Il faut mentionner que la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest. Excusez-nous, nous avons des problèmes techniques, surtout au niveau de la présentation. La Côte d'Ivoire, donc, comme je l'ai dit tantôt, est un pays d'Afrique de l'Ouest à fort potentiel donc, économique qui, depuis 2012, a renoué avec donc, les plans techniques de développement qui donc, se sont bien exécutés et ont permis donc, de réaliser des performances économiques. La deuxième phase donc, de ce plan de développement qui s'étend donc de 2021 à 2025, voilà donc, permettra donc à la Côte d'Ivoire de continuer donc à réaliser donc ses performances économiques. Il faut dire que le taux de croissance moyenne obtenu par la Côte d'Ivoire de 2012 à 2018 sortait donc à 9%. Et en outre, la bonne résilience de l'économie ivoirienne face à la pandémie du Covid a été saluée par le FMI et la Banque mondiale. Car en dépit donc de cette pandémie, le pays n'est pas entré en récession comme l'avait été prédit. Et le taux de croissance économique s'est plutôt établi à 6,2% en 2019 et 2% en 2020. En 2021, ce taux ressortirait donc à 6,5%. Cette performance a été possible grâce aux efforts combinés du gouvernement, des bailleurs de fonds et des investisseurs. Cependant, la situation financière des États, particulièrement en Afrique de l'Ouest,
c'est davantage aggravé par la crise sanitaire mondiale et les besoins de financement estimés par le FMI s'élevaient à 290 milliards de dollars, soit environ 145 000 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, comme tout à l'heure je l'ai souligné, le PND 2021-2025 a pour niveau d'investissement estimé à 59 000 milliards de francs CFA, dont le quart revient à l'investissement public. Par conséquent, la recherche de financement substantiel, alternativement à la dette, pour répondre aux besoins immédiats en financement des infrastructures économiques et soutenir l'activité économique à long terme, demeure une préoccupation. Ceci démontre donc l'importance de la diversification des sources de financement pour mettre en œuvre le plan de développement cadre de référence de la politique publique. Quelles sont les évolutions récentes? Les évolutions récentes, nous allons mettre un accent sur un aperçu général qui s'affiche donc au niveau de nos slides. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, comme je l'avais dit en introduction, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, avec tous ces indicateurs, montrent bien que le pays a une politique basée donc sur une démocratie et regorge donc de ressources naturelles et minières assez donc importantes. Au niveau de l'aperçu économique, au niveau international, il faut dire que le pays est le premier producteur mondial de cacao, avec donc 2,3 millions de tonnes par an, et premier producteur mondial d'anacarde. Au niveau donc de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB pour un marché de 120 millions d'habitants. Au niveau de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est le troisième pays à une économie assez forte, après donc le Ghana et le Nigeria, premier pays dans l'Afrique de l'Ouest. Le pays est classé parmi les pays à revenus intermédiaires et qui va donc améliorer continuellement sa notation financière. Il faut noter que la Côte d'Ivoire est notée par S&P comme le deuxième pays d'Afrique subsaharienne, après le Botswana qui reçoit avec une note de triple B+, et au même niveau que l'Afrique du Sud avec une note de double B-. Fitch a aussi rehaussé la note de la Côte d'Ivoire à double B-, comme contre B+, perspective positive, la classant ainsi deuxième pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté. Il faut aussi dire que la Côte d'Ivoire améliore progressivement dans sa gouvernance. Le pays a une bonne amélioration de la politique et la qualité des institutions. Le pays dont l'IDH continue donc de s'améliorer et on constate qu'il y a un véritable retour à la sécurité et à la paix que nous avons enregistré ces dernières années. D'importants progrès ont aussi été réalisés dans tous les domaines socio-économiques du pays grâce à la réalisation de plans de développement 2012, 2015 et 2016-2020. Pour les années à venir, le PND 2021-2025 demeure la boussole de la politique publique. Ainsi, particulièrement pour l'année 2022, le gouvernement va mettre donc l'accent sur la transformation de l'économie, l'emploi jeune et femmes, ainsi que la gouvernance. À cet effet, le gouvernement compte donc mettre en œuvre au niveau donc de la, effectivement, au niveau donc du plan du PS-Gouv, le gouvernement donc met l'accent sur davantage la croissance inclusive, poursuivre les investissements en infrastructure et renforcer la compétitivité de l'économie et la gouvernance et poursuivre les efforts d'assainissement économique et financier afin de garantir un cadre macroéconomique plus stable. Ici, nous allons donc montrer quelques chiffres qui montrent la performance donc, de l'économie ivoirienne. En termes de croissance, nous constatons que la Côte d'Ivoire a une croissance économique assez robuste, comme le démontrent les chiffres de la croissance. Donc, en 2020, nous sommes descendus à 2%, là où il avait été prédit donc, une récession. Et après, à partir de 2021, donc, la Côte d'Ivoire renoue avec les taux de croissance assez importants. Au niveau des investissements publics, nous constatons que les investissements publics comme les investissements privés progressent à la hausse de 2020 à 2025.
qui confortent donc la croissance économique. Le déficit et l'endettement sont maîtrisés. Nous constatons que nous avons aussi un équilibre extérieur qui est stable, qui le démontre par les graphiques que nous avons ici. Le secteur monétaire reste dynamique et une inflation contrôlée. Que peut-on dire donc des financements de l'économie? Au niveau du financement de l'économie, comme nous l'avons dit tantôt, le PND reste donc la boussole de la politique publique. Donc, le PND 2021-25 ressort à 59 000 milliards de francs CFA. Et donc, pour le financement du PND, il faut dire qu'il y a le secteur privé et le secteur public. Nous avons montré que le cas donc, de ces financements revient au secteur public. Mais néanmoins, le financement du secteur privé, essentiellement dominé par les PME, environ 90% des entreprises, est une réelle problématique pour les gouvernements. Pour mieux adresser ce problème, un cadre de consultation dans nos pays a été donc mis en place et qui est dirigé par un secrétariat permanent. Cependant, le crédit à l'économie s'est amélioré ces 10 dernières années pour atteindre environ 30% du PIB en 2019. Toutefois, des efforts restent encore à faire, c'est vrai, pour être à des niveaux comme le Maroc, dont l'investissement, donc le financement de l'économie représente 70% du PIB. Donc, la mise en œuvre du plan national de développement du secteur financier en vue du financement des PME permettrait de relever le niveau du financement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Ainsi, donc, vous pouvez le voir par le graphique, comment est-ce que le financement de l'économie progresse d'année en année pour atteindre donc environ 40% en 2024. En plus du financement privé, il faut noter que nous avons aussi des financements publics. Au niveau donc, des financements recherchés par nos États, nous allons sur le marché financier, évidemment, pour proposer donc des titres publics à nos investisseurs. Et comme vous le constatez bien, au niveau donc des instruments classiques, nous avons donc les OAT, les BT et les TPCI, qui sont donc des titres émis par syndication. En termes d'instruments financiers qui ont été mis en place par UEMOA titre, comme tout à l'heure les intervenants l'ont si bien précisé, pour donc redonner, booster les économies africaines, ou surtout les économies de l'UEMOA par rapport donc à la COVID. UEMOA titre a bien voulu mettre en place pour les États des bons de soutien de résilience et des obligations de relance. Il faut noter que sur ce marché, la Côte d'Ivoire reste le pays le plus actif pour les émissions. Au niveau du financement public, nous avons aussi des financements extérieurs, donc des financements avec des bailleurs de fonds, composés donc d'emprunts, de dons et des appuis budgétaires, dont les mobilisations sont donc ici présentées par les graphiques qui nous donnent un peu le niveau de mobilisation au niveau de notre pays. Ensuite de ces financements que nous mobilisons, bien sûr, dans l'étroite collaboration avec les bailleurs de fonds, dans le cadre donc de la pandémie, effectivement, notre pays a bénéficié d'un report sur son portefeuille, surtout concernant donc des financements avec les bilatéraux et non pas avec le privé, d'un montant de 83,75 milliards de francs CFA. Nous émettons aussi sur le marché international, comme vous le constatez, donc depuis 2014 jusqu'à l'année dernière, nous avons donc émis sur le marché des titres publics internationaux. Que peut-on dire des autres financements? Nous parlons ici des financements peut-être innovants qui peuvent avoir donc peu d'impact sur la stabilité de la dette publique. Donc, afin de maintenir la stabilité de la dette publique, la Côte d'Ivoire envisage de diversifier davantage les sources de financement. Donc, sources internationales. Au niveau des sources internationales, nous voulons aller vers des obligations vertes, émettre donc aussi des project bonds et pourquoi pas émettre aussi des titres internationaux, donc des titres internationaux donc en CFA. Au niveau des ressources intérieures, nous voulons élargir l'assiette fiscale sur de nouvelles niches
mettre en place des fonds d'investissement sectoriels et mobiliser vraiment une importante épargne au niveau du public, surtout par la mobilisation électronique des ressources intérieures. Nos stratégies de financement, comme vous le constatez, pour la période 2022 à 2026, l'État de Côte d'Ivoire compte mobiliser en ressources extérieures 47% de toutes les mobilisations et 53% en ressources intérieures, tout simplement pour réduire un peu l'influence des financements extérieurs sur le portefeuille de la dette. Au niveau donc des décaissements en 2022, il ressort donc que notre pays souhaite donc mobiliser 58% en ressources extérieures, vu donc la tendance, et donc mobiliser 42% de ces ressources au niveau du marché régional. Par rapport aux émissions de titres publics en 2022, comme vous le constatez dans le graphique, au trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et 4, nous voyons donc les proportions de financement mobilisés sur les différents instruments sur le marché régional. Bon, là, nous vous présentons le calendrier 2022 qui a été déjà transmis à UEMOA à titre. Et je pense que tous les investisseurs donc, peuvent se rapprocher de UEMOA à titre donc, pour disposer donc, de ce calendrier. Ce qu'il faut dire, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est un État qui s'endette prudemment au regard donc, de ces indicateurs que vous appréciez sur le slide. Vous voyez bien que le ratio de dette en 2020 ressort à 47,6%. Le taux moyen d'endettement ressort à 3,8%. La dette a une durée de vie moyenne de 7 ans, 7,6 ans. Et la dette à taux fixe, c'est-à-dire une dette dont les taux d'intérêt sont, je vais dire, fixes, ressort donc à 92,7%. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne au regard donc des notes qui sont donc attribuées à notre pays. Nous l'avons déjà tantôt relevé. Donc, c'est un pays qui est classé parmi les bons émetteurs au niveau donc, de l'Afrique subsaharienne. Donc, après le Botswana, la Côte d'Ivoire est au même niveau que l'Afrique du Sud. Que retenir? La diversification des financements constitue pour nous une alternative aux instruments traditionnels pour mieux répondre aux attentes des investisseurs et financer de manière durable les politiques publiques. Par ailleurs, elle améliore le niveau de soutenabilité de la dette publique. Le gouvernement compte ainsi poursuivre dans cette dynamique, notamment dans sa politique d'investissement et d'accompagnement du secteur privé. L'État compte essentiellement sur la mobilisation optimale des ressources intérieures pour la mise en œuvre de la politique publique, d'où les initiatives susmentionnées. Je vous remercie. Bien, merci, monsieur Bosman. Monsieur Kafo, juste, je ne pense pas qu'on ait atteint les 20 minutes de présentation. Je voulais juste indiquer que dans l'esprit de ce focus pays, il s'agit pour l'État de Côte d'Ivoire de dire un peu les avantages comparatifs de ce pays. Au plan des atouts, comme l'a rappelé M. Bosman, c'est un pays qui met en avant une planification stratégique adossée à une vision claire et un leadership affirmé des autorités. Depuis 2012, nous avons 3 plans quinquennaux qui fixent le cap des actions du gouvernement. Et les données de ces plans quinquennaux sont édifiants au niveau comment on appelle ça, au niveau de l'agriculture, qui est le pourvoyeur de ressources
fiscale de l'État, c'est au moins 60% du prix CAF qui est accordé je veux dire, aux acteurs de ce secteur, ce qui permet de réduire la pauvreté. Au niveau de l'économie, les performances ont été indiquées tout à l'heure. La Côte d'Ivoire a été, sur la période 2016-2019, l'un des pays avec la plus forte croissance économique au monde, 6,9% en moyenne sur la période 2012-2020. Les institutions, les politiques et la gouvernance se sont améliorées à travers les statistiques données par les bailleurs de fonds. Il y a beaucoup d'indicateurs que mon collaborateur a indiqués qui montrent combien de fois, sur cette rubrique-là, la Côte d'Ivoire a été à la hauteur de ce qui est attendu d'elle. La pauvreté en Côte d'Ivoire est en forte diminution depuis 2016 jusqu'en 2020. La période 2015-2019 a vu également la réalisation d'un progrès partagé, inclusif, ce qui réduit le taux de pauvreté dans le pays. J'indique tous ces ratios, tous ces indicateurs pour voir quelle est l'utilisation que nous faisons des ressources que nous mobilisons sur le marché. Donc, c'est un pays qui a une vision, un fort leadership et qui a beaucoup de projets et pour ce faire, qui sollicite constamment le marché financier. Donc, il s'agit de rassurer les investisseurs du marché sur l'utilisation qui est faite des fonds que nous sollicitons. Chaque année, c'est environ 1 milliard, 1000 milliards, 500 millions que nous sollicitons du marché et l'affectation de ces ressources vise à améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc, voilà ce que je voulais indiquer très clairement pour dire combien de fois notre pays compte sur le marché. C'est vrai que nous comptons sur le marché, mais nous ne comptons pas que sur le marché. Nous savons qu'on ne peut pas développer un pays seulement avec la dette. Donc, tout ce qui concerne la mobilisation des ressources internes est pris en compte. Je ne vais pas être long sur ce point. Il y a une modernisation de la collecte de l'impôt, de la digitalisation des procédures a été fortement encouragée et engagée par le gouvernement. Donc, aujourd'hui, vous avez remarqué par rapport à l'année dernière, le montant de financement sur le marché financier régional est en baisse par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Parce que nous comptons sur nos propres ressources. Nous voulons faire en sorte que notre développement soit financé par nos ressources propres. Donc, ce qui justifie un peu cette baisse des ressources de financement sur le marché financier. Donc, voilà, M. Kafo, ce que nous voulons dire à la suite de notre présentation et remercier l'UMOA pour cette lucarne, pour ce focus qu'on donne à notre pays, de dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire, les ressources que nous collectons, qu'est-ce que nous faisons avec et qu'est-ce que nous attendons du marché. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général du Trésor. Et merci aussi à Monsieur Thierry Bousman pour cette brillante présentation. Merci pour avoir tenu également dans le temps. Je crois que sans plus tarder, compte tenu des contraintes que nous avons au niveau du temps, on va passer à la présentation du Bénin. Donc, est-ce que Monsieur Monsieur Yaouvi Clément peut mettre sa présentation à l'écran? Bonjour, monsieur le modérateur. Je crois que c'est monsieur Hassen qui passe d'abord. OK. Dans la première, et puis je le suis. D'accord. Monsieur Hassen alors.
Bonjour à tous. Je crois que j'ai un petit problème technique. J'essaye de partager l'écran. Je ne sais pas si… tac. Oui. Allô, vous voyez ma présentation? Oui, on la voit. Oui, c'est bon. OK, peut-être qu'il faut que je passe en mode… D'accord, merci beaucoup. Désolé pour ce problème technique. Donc, je voudrais à l'entame saluer les organisateurs, UEMOA Titre et autres, et saluer tous les participants. Donc, en ce qui concerne le Bénin, comme la Côte d'Ivoire qui vient de passer, le Bénin également… next slide, please. Ensuite, la suivante. Voilà, merci. Donc, le Bénin est également un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays de l'UEMOA qui se positionne aujourd'hui comme une porte d'entrée vers le grand géant nigérian pour tous les acteurs qui voudraient commercer avec ce pays-là, et également une des portes d'entrée vers les pays de l'Interland de notre sous-région Afrique de l'Ouest. Suivant, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne… voilà, merci. En ce qui concerne l'évolution de la situation économique récente du Bénin, le Bénin, par rapport à la gestion rigoureuse et assez appréciable de son environnement économique et de l'environnement des affaires, a pu bénéficier de l'appréciation de divers partenaires et observateurs indépendants depuis 2016 à ce jour. En ce qui concerne l'évolution des chiffres, non, le précédent, s'il vous plaît, vous êtes allé un peu trop vite. Voilà, parfait. En ce qui concerne l'évolution des différents agrégats et de l'environnement économique, on peut noter que le Bénin, depuis 2016, a entamé un processus de réforme et de refondation de ses bases socio-économiques à travers un programme d'action du gouvernement 2016-2021 qui vient de s'achever et un nouveau programme 2021-2026 qui a commencé. Le programme d'action du gouvernement était composé de réformes essentielles et de projets devant permettre de mettre en place la base d'un écosystème socio-économique durable qui devrait porter le développement du pays. Ce qui a permis de passer d'un taux de croissance de 3,3 en 2016 à pratiquement 7 en 2019, bien avant la crise de la COVID. Donc, en 2019, nous étions à 6,9 et l'avènement de la COVID nous a passé à un taux de croissance de 3,8, l'un des meilleurs taux de croissance au monde et le meilleur de notre sous-région. Tout ceci grâce aux résultats des réformes et des différents investissements qui ont été réalisés sur la période. Ces réformes portaient généralement sur le système judiciaire, l'amélioration du climat des affaires, et également la gestion de la dette, qui est un des points clés de ces réformes-là. Nous avons mis en place un mécanisme de gestion proactive de la dette, une consolidation budgétaire qui a permis de renverser la composition de nos dépenses budgétaires, passant de 70% de charges de fonctionnement et de diverses dépenses et 30% d'investissement à une tendance complètement inversée où aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 60-65% d'investissement et 30 à 35% de dépenses. Nous continuons cette consolidation-là et nous travaillons également à maintenir le niveau d'inflation dans les standards régionaux. Au suivant, s'il vous plaît. En termes de perspective, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, en termes de perspective, nous projetons de revenir au niveau d'avant Covid cette année 2022
en maintenant nos différentes approches de gestion des finances publiques, en continuant à travailler sur la consolidation budgétaire, en maintenant les investissements stratégiques pour booster la croissance économique et en revenant dans les normes communautaires en ce qui concerne le déficit budgétaire et également l'inflation. Nous allons également travailler à maintenir notre niveau d'endettement dans les limites réglementaires de la sous-région nous travaillons à garder un coussin de sécurité d'environ 20% par rapport à la norme du taux d'endettement qui est de 70%. Et pour ce faire, nous avons une stratégie d'endettement qui est basée sur un certain nombre, on est allé trop vite sur les slides s'il vous plaît, un certain nombre de principes. Essentiellement, nous avons l'innovation en termes de choix de mécanismes de financement et d'outils de financement de nos besoins. Nous avons également une approche proactive en termes d'analyse du marché et de saisine des opportunités qui sont au profit de notre économie. Nous avons également l'un des points qui est le cœur de cette discussion de cet après-midi, la diversification de nos sources de financement et de nos partenaires en termes de financement. Et dans la diversification de nos sources de financement, nous mettons un accent très fort sur la collecte des ressources intérieures à travers un assainissement de notre assiette fiscale. Je pense qu'on est allé un peu trop vite. Le collègue qui m'aide sur la slide, si on peut revenir à la slide. À la slide 7, s'il vous plaît. Donc, je disais assainissement de l'assiette fiscale, diversification des niches fiscales et la modernisation des mécanismes de collecte de tout ce qui est recettes intérieures, la rigueur dans la gestion des finances publiques pour consolider notre approche de consolidation budgétaire et la transparence. La transparence en termes de publication de tout ce qui est utilisation des ressources collectées, que ce soit en interne ou sur le marché des capitaux, la reddition des comptes aux populations à travers diverses publications pour leur montrer un peu à quoi servent les ressources qui sont collectées, à quoi servent les dettes qui sont levées. Je pense que la publication a sauté, le partage a sauté. Je pense que les techniciens sont en train de travailler pour remettre la présentation en ligne. OK, parfait. Donc, je peux continuer. En termes d'enjeux de diversification, je pense que là, ils sont allés un peu trop vite. En termes de diversification des sources de financement, nous tous, nous sommes d'accord que les ressources concessionnelles deviennent de plus en plus rares et de plus en plus contraignantes en termes de conditions d'accès. Et donc, le Bénin, tout en maintenant sa relation avec les partenaires historiques et traditionnels, travaille à aller vers d'autres sources de financement, essentiellement des sources quasi-concessionnelles, les sources de financement semi-concessionnelles, le quasi-concessionnel avec certains bailleurs, certains PTF qui ont des guichets commerciaux, mais qui sont beaucoup plus compétitifs que les guichets ou les banques commerciales locales ou internationales. Nous travaillons également à densifier notre liste de partenaires internationaux en allant vers les marchés privés
internationaux. Et depuis 2019, nous sommes entrés dans la classe des émetteurs sur les marchés de capitaux internationaux de l'Eurobond, où nous intervenons au même titre que deux autres pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, depuis 2019, nous sommes devenus très présents et tout ceci a été fait de façon très méthodique. Nous avons travaillé d'abord à mettre en place des fondamentaux, à mettre en place des notations par les grandes agences de notation au plan international, à réaliser un certain nombre d'opérations commerciales avec les banques internationales commerciales pour nous faire connaître du marché et ensuite à aller désormais sur le marché des eurobonds où nous avons réalisé à la date d'aujourd'hui 3 opérations dont la dernière est assez intéressante pour être mentionnée. Il s'agit de la première émission de bons ODD du continent. Donc, le Bénin a émis en juillet dernier, juillet 2021, le premier eurobond destiné exclusivement à des projets éligibles aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Et nous sommes les premiers du continent et l'un des rares au monde, c'est-à-dire le 3e sur le plan mondial. Tout ceci a été fait grâce à une vision, la vision du gouvernement, du chef de l'État, de mettre en place une approche assez innovante de la gestion des finances publiques, un mécanisme discipliné et rigoureux de l'utilisation des fonds que nous collectons et la transparence dans la reddition des comptes. Ce qui nous a permis à ce jour d'avoir des appréciations et des notations sans cesse améliorées, sans cesse positives pour notre pays. Et aujourd'hui, le Bénin se retrouve étant le premier pays IDA en termes de transparence en matière de gestion de la dette publique, l'un des premiers dans la sous-région Afrique de l'Ouest en termes de transparence budgétaire. Et cette discipline-là se traduit également par notre relation avec le marché des capitaux de notre sous-région, qui est le marché qui est géré par UEMOA-TITRE. En effet, on a dû constater que ces dernières années, le Bénin révise ou a révisé ou a revu son calendrier d'émissions à chaque fois sur la base des émissions que nous avons faites sur le marché international. En effet, nous travaillons à rester dans la limite budgétaire qui nous est donnée à chaque année par la représentation nationale, par les députés à travers la loi de finances, et nous émettons exclusivement pour le montant correspondant au déficit budgétaire que nous avons. Et chaque fois que nous allons sur le marché international, nous réduisons notre apparition sur le marché régional pour ne pas nous retrouver à sortir des limites budgétaires qui nous ont été données. Et pour cela, mon collègue tout à l'heure, Clément Aziankouda, va vous présenter le calendrier pour 2022. Et ce calendrier est dynamique, comme la gestion de la dette publique au Bénin. Elle est dynamique dans la mesure où toute émission sur le marché international réduira notre apparition sur le marché régional et vice-versa. Donc, je vais passer la parole à Clément pour nous présenter le calendrier d'émission pour 2022 et notre stratégie d'intervention sur le marché. Je vous remercie et je m'excuse encore pour la difficulté technique qu'on a eue par rapport à la présentation. J'espère qu'avec la présentation de Clément, il y aurait moins de difficultés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Damsou. Monsieur Aziankouda, vous pouvez commencer votre présentation. Essayez de votre mieux de la rendre aussi succincte que possible compte tenu des contraintes liées au temps. Merci. Merci beaucoup. Et j'espère que vous voyez mon écran. Je l'ai partagé. Est-ce que ça peut aller? Oui, on voit bien la présentation. Merci. D'accord, merci.
Donc, à la suite de M. Dassou, je dirais en ce qui concerne le calendrier d'émission du Bénin au titre de l'année 2022, que nous avons un budget qui a été voté par le Parlement depuis le 23 décembre 2021 pour un montant total de 2541 milliards. Et ce budget dégage un besoin de financement de 996 milliards 726 millions et qui sera financé à hauteur de 65% par l'émission de titres publics sur les marchés financiers, et ceci pour un montant de 646 milliards 846 millions. Il y a noté que le montant mobilisé cette année est en baisse par rapport à l'année 2021 de 41%, et ceci en respect des objectifs que le Bénin s'est fixé pour l'année 2022 en termes de consolidation budgétaire et de ramener le déficit budgétaire dans la norme de 4,50 afin d'atteindre la norme communautaire de 3% en 2023. Donc, il est à noter qu'un effort considérable est fait en termes de mobilisation de ressources intérieures, et surtout par l'élargissement de l'assiette fiscale. Le montant que nous avons à mobiliser cette année a fait l'objet d'un calendrier d'émission dans lequel les montants à lever sont programmés en fonction des besoins de trésorerie que dégage le plan de financement et le plan de trésorerie prévisionnel que nous avons eu à élaborer au titre de l'année 2022. Donc, en termes de répartition du montant mobilisé par trimestre, nous aurons à lever 240 milliards au titre du premier trimestre et 145 milliards au titre du deuxième trimestre, 161 milliards pour le troisième trimestre et enfin 120 milliards pour le quatrième trimestre. En termes de répartition du montant mobilisé par instrument, et nous aurons à émettre des bons du Trésor pour 50 milliards, des obligations du Trésor par adjudication à hauteur de 355 milliards et des syndications pour 261 milliards 846 millions. Et sur les syndications, il faut noter que nous aurons a priori 2 syndications au titre de l'année, une déjà en février et le deuxième en juillet. En février pour 130 milliards et en juillet pour 131 milliards. Sur les différentes maturités que le Bénin aura à mettre sur le marché cette année, nous aurons sur les bons infra-annuels à mobiliser 20 milliards et sur les bons du Trésor de maturité 1 an, 30 milliards. Et sur les obligations du Trésor par adjudication, sur les 3 ans, on aura mobilisé 70 milliards, 115 milliards sur la maturité de 5 ans et 90 milliards sur les 7 ans. Et ensuite, 120 milliards sur la maturité de 10 ans in fine. De façon plus détaillée, le calendrier est tel que affiché là. Et ce sera publié par UBOA titre et chacun aura le temps de le lire en profondeur. Mais ce qu'il convient de noter, c'est que la première sortie du Bénin sur le marché, c'est pour le 3 février 2022 pour un montant de 70 milliards. Et c'est une émission simultanée sur les maturités de 7 ans et 10 ans. L'appel d'offres a été publié depuis la semaine passée par UMOA titre. Comme à l'accoutumée, nous sommes dans l'attente, nous espérons les investisseurs dans leur accompagnement habituel. Donc, de façon un peu très ramassée, c'est ce que je vais présenter sur le calendrier d'émission de l'année 2022. Et rassurer les investisseurs que, en plus des explications données par mon prédécesseur, M. Hassen, tout à l'heure, le Bénin sera
présents sur le marché local tout au long de cette année 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Azinikuda, pour cette brillante présentation. J'ai remarqué que le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique du Bénin est connecté. Monsieur Oumara Karimou Assouma, est-ce que vous aimeriez intervenir et dire un mot sur le sujet? Je vous remercie, Monsieur Capo. Non, je n'ai pas une intervention particulière à la suite des deux présentations. OK. C'est noté, merci. Donc, sans plus tarder, on va passer à la phase de questions-réponses. Pour les participants, vous pouvez utiliser l'option Q&A, questions-réponses, pour poser vos questions en utilisant le lien en bas de la fenêtre. J'aimerais commencer par une question dirigée à l'attention de l'équipe du Bénin. Et lors de la présentation, vous avez mentionné justement que pour 2022, il y a des efforts énormes qui sont faits pour amener le déficit à moins de 3%. Donc, ça constituera une consolidation d'à peu près 3% du PIB en 2022. Et ça joue certainement un rôle crucial dans la dynamique de la dette projetée pour cette année. Et j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire un peu plus sur comment est-ce que cette consolidation sera effectuée. Est-ce que ce sera essentiellement dû à une augmentation des recettes ou alors une réduction des dépenses? Merci pour cette question. Oui, en effet, ça va être la combinaison des deux. C'est une dynamique qui est en place depuis 2016. Qui consiste à réduire le train de vie de l'État, pour parler ainsi, réduire toutes les charges de l'État et les concentrer au strict essentiel. Nous avons travaillé, par exemple, à réduire tout ce qui est charges liées aux missions à l'extérieur, aux voyages de tous les acteurs étatiques, de plus de la moitié. Et cette tendance va être maintenue. Les différentes dépenses en termes de charges locatives pour l'État également sont des éléments qui vont permettre de réduire tout ce qui est charge de fonctionnement de l'État. Nous travaillons également à assainir l'assiette fiscale, à l'élargir davantage et à réduire tout ce qui est poche de déperdition ou risque d'évasion fiscale en modernisant et en digitalisant tout notre processus de collecte des recettes ou des ressources intérieures. Et ceci va continuer. Et plusieurs actions qui ont été mises en place avant 2021 sont entrées en pleine production depuis fin 2021 et vont se poursuivre en 2022. Et nous attendons justement que ces éléments-là puissent permettre de remonter le niveau de la collecte des ressources intérieures. Donc, continuer à maîtriser les dépenses publiques et améliorer la collecte et renforcer le mécanisme de collecte de ressources intérieures sont les deux éléments qui vont permettre de continuer ou consolider notre processus de consolidation budgétaire, si je peux me permettre cette répétition. Merci. Merci, c'est très clair. L'autre question que j'ai pour l'équipe du Bénin concerne justement la mobilisation des ressources au niveau du secteur privé. Dans la présentation, vous avez montré une table qui montre l'évolution de la contribution à la fois du gouvernement et du secteur privé. Et ce que j'ai noté, c'est que dans les anciens plans d'action du gouvernement, le tout premier, il n'y a pratiquement pas eu de contribution du secteur public, tandis que dans celui qui est en cours en ce moment, il y a une contribution significative qui est attendue du secteur privé. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est quels sont selon vous les facteurs qui ont constitué des freins à la participation de ce secteur durant le premier plan d'action du gouvernement et quelles sont les stratégies que le gouvernement
a mis en place pour pouvoir susciter cette participation comme projeté dans la feuille de route du gouvernement en ce moment? Merci pour cette question. J'aurais bien voulu que les techniciens nous aident à reprojeter la slide 9, parce qu'il s'agit de cette slide-là, pendant que j'apporte la réponse. En fait, dire qu'il n'y a pas eu de contribution du secteur privé, je pense que c'est une mauvaise lecture. Dans le tableau en question, il n'y a pas eu de PPP ni de BOT. La slide 9, s'il vous plaît, voilà. Il n'y a pas eu de PPP ni de BOT. Mais le secteur privé a contribué autrement. Le PAG initial, le PAG 1, si je peux l'appeler ainsi, 2016-2021, avait prévu une contribution d'environ 50% à la réalisation des différents projets de ce PAG-là, sous la forme de PPP et de BOT, ou toute autre forme. Mais ce que nous avons sur le chemin, nous nous sommes rendus compte que les solutions PPP et BOT qui nous étaient proposées n'étaient pas adaptées à notre structure macroéconomique. Nous avons opté pour d'autres solutions. Nous avons fait du co-investissement avec du privé local ou du privé étranger, entre guillemets. Nous avons utilisé des mécanismes de portage pour le compte de l'État avec rétrocession à la fin. Nous avons utilisé des mécanismes de gestion déléguée, des investissements qui ont été faits par l'État, mais qui sont gérés par des privés pour le compte de l'État béninois. Donc, dans le PAG, quand il s'agit PAG 1, 16, 21, il y avait 0 PPP. C'est ce qui est écrit dans le tableau. Nous avons revisé notre framework de partenariat public-privé. Nous avons revu la loi pour la rendre un peu plus flexible, un peu plus attractive. Et actuellement, nous sommes en discussion avec des partenaires pour des PPP à partir de 2022. Nous l'espérons. Mais le point essentiel, c'est que nous n'acceptons pas de partenariat public-privé quand ceci n'est pas dans l'intérêt de l'économie béninoise. Donc, il ne suffit pas que le partenaire vienne avec des propositions. Nous veillons à ce que ceci soit un partenariat gagnant-gagnant et que ça ne pénalise pas l'économie béninoise. Tous les partenariats innovants que nous avons utilisés aujourd'hui portent leurs fruits. Nous avons une zone économique spéciale où on a plusieurs investisseurs privés qui viennent s'installer. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un accord qui a été signé pour la mise en place d'une usine textile qui va faire de la filature jusqu'à la production de vêtements pour l'armée ou les médecins ou des choses comme ça, des blouses de médecins ou des choses de ce genre. Donc, il y a des partenariats avec le privé, mais pas sous la forme de PPP classique connue. Et nous envisageons de nouveaux partenariats pour la période du PAG 2 qui est de 21 à 26. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette clarification. Et j'aime beaucoup la partie de votre réponse où vous avez mentionné que le Bénin ne compte pas se lancer dans ces projets s'il n'est pas également gagnant. Ça doit être des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est important parce que dans le cadre du suivi du risque budgétaire, il est important vraiment de s'assurer que ces actifs-là ne seront pas des passifs pour le gouvernement par la suite. Donc ça, c'est très important. Sur la même longueur d'idée, j'aimerais poser une question similaire à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Contrairement au Bénin, la contribution du secteur privé au financement des programmes nationaux de développement 2011-2015 et celui qui 2016-2020 et celui qui est en cours 2021-2025. Ces programmes ont été financés à grande majorité par le secteur privé au travers probablement d'instruments comme des partenariats publics-privés. Quels sont les types d'instruments que vous avez utilisés? Est-ce que vous nous donnez un peu plus de détails sur le type et les mécanismes de mobilisation de financement du secteur privé qui ont été utilisés dans le cadre de la Côte d'Ivoire?
Donc, Monsieur Agnero, votre micro n'est pas ouvert. Ah oui, c'est vrai. On ne vous entend toujours pas. Ça va? Je pense que maintenant ça va. Là, c'est mieux. OK. Donc, au niveau du secteur privé, il faut dire que les investissements agréés en Côte d'Ivoire ont vraiment atteint un niveau très élevé à partir de 2019. Et en effet, leur volume s'est régulièrement accru, passant donc de 219,1 milliards de francs CFA en 2012 à 729,7 milliards de francs CFA en 2019. Donc, l'analyse de ces flux d'investissement montre que le secteur privé montre que le secteur privé est beaucoup plus dynamique dans notre région, dans notre pays, disons. Et ces investissements ont beaucoup porté sur l'agro-industrie, le transport et les BTP. Revenant au PPP, il faut dire que la Côte d'Ivoire a une tradition ancienne de PPP. La preuve est que depuis des années, la Côte d'Ivoire a donc par contrat de concession ou par les systèmes de BOT donc conféré donc des contrats à du privé pour suivre donc des investissements publics. Et donc, pour mieux gérer ces PPP, il faut dire qu'au niveau de notre pays, le gouvernement a mis donc en place un comité national de PPP qui suit donc ces investissements. Et il faut dire que pour les différents programmes donc, de développement, concernant donc le programme de développement du pays de 2007 à 2020, ce programme comportait donc 107 projets pour un montant de 12 541 milliards de francs CFA. À fin septembre 2020, 59% de ces projets sont signés ou encore en phase de transaction, contre 41% encore en phase préliminaire. On note aussi que depuis 2016, donc, précisément 27 contrats effectivement signés en PPP pour une valeur de 3 890 milliards de francs CFA. Les principaux secteurs de concentration donc, de ces PPP sont le transport et l'énergie. Par ailleurs, 31 projets à fort potentiel PPP et d'un coût de 1 501 milliards de francs CFA ont été retenus à la faveur de la revue à fin 2020 et constituent le portefeuille de recherche de partenariat. Donc, au travers de ces explications, nous montrons que vraiment la Côte d'Ivoire, à travers donc ces investissements, met aussi un accent particulier sur donc, les PPP pour booster donc, les investissements publics. Et comme je l'ai dit tantôt, les différents instruments en termes donc, de partenariat avec le privé portent essentiellement sur les concessions, les contrats de concession ou sur des systèmes de BOT, c'est-à-dire donc But, Operate and Transfer. Et je vais dire que pour notre pays, nous sommes toujours engagés à travailler avec le privé pour véritablement booster les investissements surtout publics. Et la Côte d'Ivoire reste toujours disposée à entretenir ce partenariat, puisque je vous ai dit que le gouvernement a mis en place un comité national de PPP pour mieux suivre et encadrer donc ces instruments d'investissement. Merci. OK, merci beaucoup, M. Bosman. M. Kafo, juste préciser que le choix fait de mettre en avant les contrats PPP vise à s'intégrer dans la stratégie globale de gestion de nos dettes. Vous savez combien de fois les PPP ont pour vocation de ne pas trop avoir un impact direct sur le stock de la dette.
Mais en même temps, il ne faut pas que ça constitue un risque pour le pays. Et j'apprécie énormément ce que mon collègue Arsène, je crois, Arsène Dansou a dit tout à l'heure. On ne s'engage pas dans un projet PPP tant qu'on n'a pas l'assurance que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Justement, le comité national de PPP qui a été mis en place, son rôle, c'est ça. C'est d'évaluer l'impact de ces engagements sur le stock, sur la dette et faire le choix approprié possible. Donc, vraiment, c'est une stratégie globale qui vise à avoir une bonne gestion de notre stock de la dette. Donc, c'est l'élément que je voulais ajouter. On a privilégié beaucoup de contrats PPP, mais tout en regardant par ailleurs si ces engagements n'ont pas un impact direct sur le stock de notre dette. Merci, monsieur le directeur général. Merci pour ces clarifications. Je crois que c'est très clair. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir la parole. On va prendre des questions du public. Je vais commencer. Je vais regarder dans le chat. Donc, la première question est dirigée vers le Bénin. Pourrait-on avoir le montant et les conditions d'Eurobond ODD du Bénin et c'est pour financer quel secteur précisément? L'Eurobond ODD du Bénin, c'était pour une enveloppe de 500 millions d'euros. Le taux de sortie était autour de 4,875, je crois, de mémoire. Et c'était pour financer exclusivement des projets qui sont dans des secteurs regroupés dans les piliers ODD. Il y a plusieurs piliers. Il y a, nous avons l'accès à l'eau. Il y a des projets d'accès à l'eau potable. Le Bénin s'est donné comme objectif d'atteindre l'accès universel à l'eau en 2023. Nous sommes aujourd'hui autour de 70%. Nous sommes en train de travailler à y arriver pour 2023. Il y a, on a un programme de cantine scolaire pour les enfants qui sont à l'école dans les zones défavorisées, dont nous avons multiplié environ par 3 la capacité à offrir un repas chaud dans les écoles en zone défavorisée, dans toutes les écoles élémentaires et primaires. Nous avons le secteur de l'assainissement, donc l'assainissement qui est un enjeu dans notre pays du fait du réchauffement climatique et de la configuration de certaines de nos villes. Donc, les ouvrages de drainage d'eau pluviale pour réduire les inondations et toutes les maladies qui peuvent en découler. Nous avons également l'amélioration du système éducatif. Donc, renforcer la capacité de nos enseignants et leur donner une rémunération décente. Nous avons l'électricité, donc l'accès à moindre coût à l'électricité verte, donc à travers des programmes de projets solaires, de centrales solaires dans certaines régions, et également améliorer le système de distribution de l'énergie dans toutes les zones de production ou d'industrialisation de notre pays, pour que les industries qui viennent s'installer puissent avoir de l'énergie à moindre coût, durable et de qualité. Donc, voilà un peu quelques secteurs dans lesquels nous avons investi. Nous avons un comité qui suit l'utilisation de ces ressources-là et également les impacts sur les populations. Et un ou plusieurs rapports seront rendu public très bientôt. On a un organisme des Nations Unies qui évalue le dispositif et évalue l'utilisation des ressources et les impacts. Ils seront dans le pays d'ici la fin du mois, début février. Et également, on a un auditeur de l'OAT qui va auditer également et publier ces rapports-là sur le site Internet qui est dédié à cette opération, qui est Bénin ODD finance.bgu. Non, ODD
www.odd.gouv.bg, voilà, qui est accessible à tous en français et en anglais. Merci, Monsieur Dansou. La prochaine question est la suivante. Pourquoi après avoir acheté des OAT émises par syndication considérées coûteuses, le Bénin projette 2 OAT par syndication en 2022? Je ne sais pas si Monsieur Dansou ou bien le directeur général veut prendre... Je vais laisser Clément commencer, je peux compléter. OK. D'accord, merci, Monsieur Dansou. Non, effectivement, le Bénin a eu à racheter des émissions de titres émis par syndication en 2017 et 2018. Et ceci, c'est dans un objectif de gestion du coût de la dette. Et ça ne veut pas dire qu'on a racheté des titres et puis cette année, on va s'endetter, on va émettre des obligations par syndication à des coûts peut-être plus élevés. Non. Il y a une certaine perception que certains font et qui laissent croire que peut-être les syndications reviennent plus cher que les adjudications. Ceci n'est pas vrai. Et il est à noter que depuis un certain temps, sinon depuis 2016 pratiquement au Bénin, rien ne se fait au hasard. Et tout est étudié, on a un but visé, et il y a un objectif précis qui doit être atteint. Et nous avons des simulations que nous faisons à notre niveau et à peu près on sait ce que les syndications doivent nous coûter en termes de coûts. On a eu à faire des simulations par rapport aux adjudications. Au-delà de ça, il faut dire que le choix des syndications et des adjudications s'inscrivent aussi dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie d'endettement et qui nous fait obligation de s'endetter d'abord à moindre coût et en plus sur des maturités de moyen et long terme. Et les maturités de moyen et long terme, il faut aller les chercher forcément sur les deux marchés, à la fois par adjudication et par syndication. Mais en termes de coûts, les coûts ne sont pas forcément élevés sur les syndications. Et nous les ferons à des coûts très maîtrisés. Voilà pour ajouter rapidement, je peux ajouter deux petits mots. Oui. Oui, en effet, comme il a dit, nous avons une gestion assez dynamique de notre portefeuille de la dette. Nous essayons également d'éduquer le marché sur la nécessité de revoir notre façon de financer nos économies. Le Bénin observe l'évolution, un peu comme mon grand frère de la Côte d'Ivoire l'a dit tout à l'heure. Nous observons l'évolution des marchés et nous choisissons d'aller sur des instruments avec des coûts améliorés à chaque fois. Donc, nous avons remboursé des instruments qui, pour nous, avaient été contractés à une époque donnée, à des conditions de marché données. Aujourd'hui, le marché a beaucoup évolué. Nous avons contribué à changer la dynamique de marché et nous pensons que pour 2022, nous aurons un retour différent des marchés, que ce soit en local ou sur le plan international. Et à chaque fois que les marchés répondent favorablement, nous sommes aptes à revenir à réémettre ou à même à rembourser par anticipation les titres qui, selon nous, coûtent plus cher sur notre portefeuille de la dette. Merci. Merci pour ces éléments de réponse. On va passer à la question suivante. On a une des questions dans des participations est de savoir, on a parlé de nouvelles maturités. Quelles sont-elles? Lesquelles? Comment expliquer la différence de taux facial de 5,3% que propose le Bénin sur 10 ans quand on met cela en parallèle avec les 5,8% pour le Sénégal sur 10 ans, quelques jours plus tôt, même si le prix est un mécanisme d'ajustement au final avec la justification. Donc, je crois que le participant veut savoir qu'est-ce qui explique la différence entre les taux, entre le Sénégal et le Bénin sur les mêmes maturités. Et je crois aussi il y a un soupçon de question, pourquoi seulement les maturités qui ont été observées jusque-là, à savoir
10 ans et moins. Bien, peut-être je vais commencer à celle va compléter. Et donc, cette question, en fait, la réponse a été donnée depuis l'ouverture de cette 4e édition des rencontres du marché des titres publics. Déjà à travers l'allocution d'ouverture de M. Diouf, et il a eu à noter que depuis 2 ans, les taux sont à la baisse et les différents panels qui l'ont suivi ont renchéri aussi que les taux sont à la baisse. Et nous sommes dans un marché et le marché est guidé par la loi de l'offre et de la demande. Et ça a été rappelé par les panélistes tout à l'heure. Et donc, le Bénin, pourquoi afficher 5,30? Bon, et chaque pays a sa stratégie d'endettement à laquelle il se colle. Et il y a le marché qui va juger. Donc, ce n'est pas trop une préoccupation, étant donné que tout est, disons, transparent sur le marché. Peut-être je peux ajouter que la dynamique économique de ou les dynamiques économiques de nos pays sont diverses. Hein. Chaque pays avec l'appréciation ou le message qu'il envoie au marché et l'appréciation de l'appréciation qui est faite par le marché. On ne peut pas prédire du comportement d'un investisseur face à un État qui vient émettre. On peut, sur la base des tendances passées, de tout ce qui a été fait comme réforme, de la communication que le pays fait par rapport à ces réformes et par rapport à ses performances économiques et sociales, et aujourd'hui même par rapport à la gestion de la pandémie, on peut envisager des positionnements sur la courbe de taux. On peut se dire, on se projette dans telle tranche de taux, et ce qui nous permet de définir, et sur la base de la stratégie d'endettement de notre pays, nous sommes positionnés à ces conditions-là, et au marché maintenant, aux investisseurs de nous suivre ou pas. Nous, c'est ce que nous vendons au marché. Nous venons, comme on peut dire vulgairement, nous venons vendre notre signature, notre économie, et aux partenaires et aux investisseurs de nous suivre ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons été suivis dans notre dynamique et nous pensons que ceci devrait continuer. Et ceci également pour envoyer un message à la région, au marché, aux partenaires par rapport à la région tout entière, à notre communauté UEMOA. Ce n'est pas seulement pour le Bénin, mais nous pensons qu'en posant un certain nombre d'actes sur le marché, ça peut servir également aux différents autres pays. Merci. Merci. Une question pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que les projets PPP sont inscrits dans le programme d'investissement public? Comment sont contrôlés les risques budgétaires et pas uniquement ceux liés à la dette? Je ne sais pas si monsieur le directeur général ou alors monsieur Thierry Agnero Bosman veut prendre cette question. On commence par M. Thierry, je apporterai quelques éléments de réponse. D'accord. Oui, merci M. Massimilien. Il faut reconnaître que pour la Côte d'Ivoire, comme tout à l'heure les autres intervenants l'ont dit, hein, voilà, la question du PPP reste toujours une question assez sensible, parce que généralement, on l'assimile aussi à des projets qui pourraient avoir un impact sur l'endettement, donc qui peut aussi avoir donc un risque budgétaire. Donc, dans ces conditions, effectivement, la question des PPP sont donc regardées avec beaucoup d'attention. Donc, selon ce que vous venez donc d'exprimer comme préoccupation, et évidemment, comme je l'avais déjà mentionné à l'entame des discussions, c'est qu'au niveau du gouvernement, aujourd'hui, pour mieux suivre, et je le répète, les PPP, il existe un comité national
de PPP qui a été donc mis en place, qui pour toutes les questions d'investissement public qui se rapprochent donc au PPP, qui sont donc regardés, et même il faut dire que ce comité est même rattaché à la primature, parce qu'il faut faire attention aux contrats donc, qui sont signés entre donc, le privé et l'État. Dans ces conditions, tous ces projets donc, sont d'abord, regardés de près par les plus hautes autorités pour pouvoir mettre en œuvre dans ces projets. Donc, il faut dire que la question du risque budgétaire au niveau des PPP, c'est tout à fait normal que vraiment l'État de Côte d'Ivoire puisse donc les regarder et prendre les dispositions pour qu'on puisse vraiment éviter qu'il y ait un impact sur la dette publique et donc sur le portefeuille donc de notre endettement. Bon, là, je pense que je vais aussi peut-être laisser la parole au DG qui va pouvoir donner plus de précisions sur la question. Merci, M. Agnero. Alors, la Côte d'Ivoire, je le rappelle, a adopté ce qu'on appelle la planification stratégique. On a un plan global qui est la boussole, ce qu'on appelle ici le PND, Plan national de développement. Donc, tout ce que le gouvernement projette de faire sur une période quinquennale est inscrit dans ce plan. Et à côté de ce plan, il y a le programme d'investissement public. Le programme d'investissement public, c'est le condensé de tous les investissements que le gouvernement veut réaliser dans une période donnée. La traduction annuelle de ce plan se fait dans le budget de l'année. Donc, tous les contrats PPP sont pris en compte, tous les contrats PPP sont pris en compte dans le budget de l'année et font l'objet de contrats comme indiqué tout à l'heure. Donc, pour répondre précisément à la question de notre interlocuteur, tous les contrats PPP sont inscrits dans le programme d'investissement public. Et tous les risques budgétaires associés à ces contrats, bien sûr, sont intégrés au budget de l'année concernée. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Rien ne se fait en marge de la procédure globale de dépenses publiques. Tout est inscrit et dans le PND, et dans le PIP, et dans le budget de l'année concernée. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, et merci à monsieur Agnero pour cette réponse. On a encore deux questions. Donc, une question dirigée vers l'équipe du Bénin. Qu'est-ce qui pourrait motiver aujourd'hui le choix d'aller à nouveau vers le marché international en vue de la mobilisation de nouvelles ressources, alors que notre marché sous-régional semble de plus en plus enclin à consentir les investissements sur de plus longue durée et à des taux plus bas? Je pense que les réponses à la question se trouvent dans la question. Les meilleures conditions qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché international, le besoin de diversifier et de stratifier le contenu du portefeuille. L'an dernier, le Bénin a fait une opération à 31 ans, ce que nous n'avons pas la possibilité pour l'instant d'avoir sur notre marché. Je sais que l'équipe d'Adrien est en train de travailler fortement à rendre plus profond notre marché et à sensibiliser les investisseurs à nous accompagner sur des maturités beaucoup plus longues. Parce que si je dois financer une centrale électrique, 10 ans, ce n'est pas suffisant. Parfois 20 ans, 25 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut aller le plus loin possible pour permettre à ce que l'économie puisse déjà commencer à porter les fruits de cet investissement-là lorsque les remboursements vont commencer. Donc, c'est le besoin d'avoir le coût le plus faible et la maturité la plus longue afin de réaliser des projets d'envergure pour nos économies et nos sociétés qui font que le Bénin, en tout cas, nous allons continuer
à faire cet arbitrage-là en fonction des conditions de marché. Merci. Je ne sais pas si M. Zianicola veut dire quelque chose de plus. Bon, à la suite de M. Hassen, il faut dire que en 2022, nous n'avons pas forcément projeté aller à l'international au regard du calendrier que nous avons présenté tout à l'heure. Mais comme Hassen l'a expliqué, et si éventuellement des conditions meilleures s'offrent, c'est une possibilité. Si des conditions meilleures s'offrent, nous pourrons y aller. Mais a priori, je l'ai dit, nous rassurons les investisseurs que nous serons présents sur le marché local tout au long de l'année 2022. Merci. Merci. Je pense qu'il y a M. Conan Jacques qui a levé la main. Oui, oui, M. Kafo. La question n'a pas été posée à la Côte d'Ivoire, mais on partage les mêmes préoccupations. Hein. Vous savez, il y a un travail à faire en interne. Les gens nous reprochent d'aller à l'international, mais en interne, je pense que les investisseurs et tout le monde doit changer de paradigme. Nos notations financières, qui est le rating, qui est le risque pays, souvent ça n'a pas d'impact sur le coût de la ressource que nous collectons. Vous comprenez? Il faut faire une connexion entre le risque pays et le coût auquel on collecte les ressources. Souvent, il n'y a rien à voir. Souvent, on a des ressources a priori en brut, je veux dire, moins chères en international qu'en interne. Et nos États, nous, on fait des arbitrages. Voilà. Là où on pense pouvoir avoir la ressource moins chère, on va la chercher là-bas. Donc, il y a un effort à faire en interne pour que les investisseurs locaux fassent des efforts pour tenir compte du rating de nos pays. C'est un peu ça qui fait que souvent on va en international. Moi, dans mon pays, à un moment donné, lorsqu'on a fait des eurobonds, on nous a dit, mais si vous avez la ressource à ce point, pourquoi vous continuez à prendre des ressources ici? C'est ça. Pourquoi vous continuez à mobiliser des ressources en interne alors qu'à l'international, vous avez ça moins cher? Donc, bien sûr, à l'international, il y a les frais d'approche et tout ça qu'il faut intégrer. Mais en brut, j'avoue que nos investisseurs locaux doivent nous aider à défendre la destination UMOA. Il faut qu'ils tiennent compte du risque pays pour nous faire des taux qui soient conformes à ces risques-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. On n'a pas forcément envie d'aller à l'international, mais à un moment donné, on fait des arbitrages. Et si ces arbitrages nous amènent à aller à l'international, on le fait. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Le mot-clé dans toutes vos réponses, c'est le mot arbitrage, en fait. OK, donc on va passer à la question suivante, qui est probablement la dernière. Elle a été émise en anglais. Je vais la lire en anglais d'abord et puis je vais essayer de la traduire. From the perspective of someone outside UMOA, borrowing by syndication is viewed as opaque and susceptible to interference. Indeed, if and when syndicated debt is less expensive than auction debt, an outsider may view that as the result of market interference. En bref, la question du participant est que la perspective des gens qui sont hors de la zone UMOA, c'est que emprunter en utilisant une émission par syndication plutôt que par adjudication, ça soulève des problèmes de transparence. Et si, en plus de cela, on dit, comme ça a été mentionné durant la présentation, que pendant la phase d'échange, que les émissions par syndication ne sont pas nécessairement plus chères et que parfois même ils peuvent être
plus abordables que ceux qu'on obtient par adjudication. Ce serait le signal qu'il y a des problèmes d'interférence dans le marché sous-régional. Et donc, ça ne rassurerait pas les investisseurs qui sont extérieurs à la zone. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Ça ne s'adresse ni ça ne s'adresse pas à une équipe en particulier. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Oui, ok, vas-y. Bon, je peux dire que la syndication par rapport à l'adjudication, le mécanisme n'est pas le même aujourd'hui. Et sur le marché par adjudication, nous avons des titres in fine et versus les titres amortissables sur le marché par syndication. Donc, la différence en termes de coût peut ne pas forcément se jouer en termes de transparence, mais c'est sur plusieurs aspects. Et il faut dire que chaque pays fait ses simulations, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il revient quand même à chaque pays et au regard des résultats de ces simulations, de choisir et d'aller vers tel instrument ou tel instrument. L'un dans l'autre, nous avons comme obligation de s'endetter à moindre coût pour financer les investissements. Oui, pour ajouter, je voudrais rassurer l'intervenant que nous avons des acteurs que je peux qualifier d'observateurs et ou de régulateurs de ce genre de mécanisme. Aujourd'hui, lorsque, en tout cas je parle pour le cas du Bénin, lorsque la loi de finances est votée et que le budget est voté avec toutes ses composantes, il est difficile pour un État d'aller lever des financements, quel que soit le mécanisme, hors de ce cadre budgétaire-là. Et derrière, il y a des acteurs comme le FMI qui observent et qui analysent chacune de nos sorties et même la disponibilité en cash que nous avons dans nos comptes, que ce soit à la Banque centrale ou dans les comptes du Trésor. Donc, moi je ne pense pas que aller en syndication soit un outil opaque. C'est une solution parmi le panel de solutions que nous avons. Il se peut qu'à certains moments, ce soit plus compétitif qu'aller en adjudication. S'il trouve que ne pas aller en adjudication serait une volonté de cacher quelque chose, ça veut dire que même les émissions sur le marché international pourraient être qualifiées d'échappatoires au contrôle qu'on pourrait avoir sur le marché régional. Je ne pense pas que cette analyse soit juste. C'est vrai, c'est une solution où les acteurs même via qui nous expérimentons ces solutions-là sont des acteurs qui obéissent à des règles régionales avec la Banque centrale comme premier niveau, on va dire, de contrôle. Et après, il y a la Banque mondiale, il y a le Fonds monétaire international qui suivent également toutes nos activités en termes de levée de financement ou d'endettement. Donc, ces éléments-là sont transparents pour tous ces acteurs et c'est l'outil le plus compétitif à un moment donné, à un temps de l'histoire ou de l'évolution de l'année que nous choisissons pour répondre aux besoins de l'heure. Merci. Merci. Monsieur Massimilien, moi, ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est qu'il faut peut-être déjà rassurer l'interlocuteur. C'est que sur tous les marchés, il existe ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Voilà. Donc, il crée ce genre de problèmes de transparence. Et donc, sur notre marché régional, il faut dire que quand même l'agence, en fait, lui, moi, à titre, véritablement se bat contre, je veux dire, ce phénomène de transparence. Déjà, au niveau des émetteurs, on fait l'effort de produire ce qu'on appelle les notes d'information qui permettent donc aux investisseurs d'avoir, je veux dire, toutes les informations concernant donc l'émetteur, surtout pour les questions donc budgétaires et même pour les questions politiques. Je pense que là, bon,
pour les investisseurs, ce n'est plus un souci. À chaque fois qu'ils iront sur le site de l'UEMOA titre, ils pourront disposer donc des informations concernant chaque pays de l'UEMOA. Ensuite, sur le marché, vu qu'il y a donc le problème d'asymétrie d'information, pour mieux réguler, je vais dire, la transparence et permettre que les investisseurs puissent souscrire donc sur ces instruments, il y a des régulateurs qui sont là. Au niveau, par exemple, du marché monétaire, la BCAO joue pleinement ce rôle. Et au niveau donc du marché des APE, il y a le CREPMEF. Donc, toutes ces choses sont véritablement bien suivies, de sorte que vraiment tout investisseur qui arrive sur ce marché de l'UEMOA soit vraiment tranquille et soit serein. Parce que, bon, maintenant, en B2B, entre investisseurs et émetteurs, peut-être d'autres choses peuvent se passer. Mais je pense que jusqu'à présent, depuis donc des années jusqu'à aujourd'hui, je pense que le marché de l'UEMOA s'est mieux comporté. Et donc, vous voyez bien les volumes, la profondeur du marché qui s'agrandit d'année en année. La montre véritablement l'appétit donc des investisseurs à venir sur les titres de nos différents États. Bon, c'est ce que je voulais peut-être rajouter. Merci. On arrive poil pile à la fin du temps qui nous est imparti, malheureusement. Merci vraiment pour les interventions des différents panélistes. Merci pour la participation du public, pour les questions vraiment brillantes qui ont été posées. Les discussions peuvent se poursuivre au niveau du chat. Je suis sûr que les panélistes ici présents seraient prêts à répondre à des questions éventuelles qui seraient dirigées vers eux. Donc, sans plus tarder, je vais une fois de plus dire merci à tous les panélistes et je repasse la parole au modérateur principal. Merci. Merci beaucoup, M. Kouf, pour votre modération et merci encore une fois pour toutes vos riches interventions sur ce Focus Pays qui a porté sur les enjeux de la diversification des sources de financement des États. Chacun des intervenants du Bénin et de la Côte d'Ivoire est revenu en détail sur l'évolution de l'économie de son pays ainsi que les stratégies d'endettement élaborées et mises en œuvre. Permettez-nous de vous donner le programme de demain, mercredi 26 janvier 2022. Nous suivrons le Focus Pays 2 avec la Guinée-Bissau et le Togo à l'honneur sur le thème « Maîtrise de l'endettement public, impact sur l'exécution des finances publiques et la croissance », puis le panel 2 avec une présentation introductive, offre de services des intermédiaires, état des lieux et perspectives. État des lieux. Les panélistes vont ensuite échanger sur le thème « La gestion de portefeuille au service de la distribution, enjeux et perspectives en zone UEMOA ». Nous vous remercions encore une fois pour votre participation. Vous donnons rendez-vous demain, mercredi, à partir de 8h30. Merci et excellente journée.